Aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène que les gens connaissent assez peu, qui est le phénomène d'augmentation de la salinité des eaux douces. Donc les eaux douces deviennent de plus en plus salées à travers la planète, et ce pour tout un tas de raisons dont je vais vous présenter quelques exemples aujourd'hui. Alors tout d'abord, la première cause de salinité, de salinisation de ces eaux douces, elle est naturelle. C'est ce qu'on appelle la salinisation primaire. En fait, ce sont dans les zones arides et semi-arides de la planète, en gris et noir sur la figure. On a une évaporation importante des eaux à la surface. Donc l'eau s'évapore, mais les sels qu'elle contient restent dans l'eau, et donc la salinité a tendance à naturellement augmenter dans ces zones-là. Et ce n'est pas négligeable parce que ça représente 30% des terres émergées de la planète. Donc 30% des terres sont susceptibles d'être salées par le climat. Une autre cause importante de salinité des eaux douces, c'est la géologie. Vous avez entendu tout à l'heure, Laurent vous a parlé d'eau souterraine, de circulation de l'eau souterraine qui va dissoudre des roches dans son parcours. Et cette eau va se charger en sels minéraux en dissolvant les roches. Et on a des roches qui sont plus ou moins solubles. Si vous prenez une petite craie en calcaire, vous la mettez dans un verre d'eau, elle va se dissoudre. Si vous mettez du granit de Roscoff dans un verre d'eau, vous allez attendre longtemps avant qu'il se dissolve. Donc en fonction des propriétés chimiques de l'eau, la roche va plus ou moins se solubiliser, et donc l'eau va plus ou moins se charger en sel. Donc ça, ce sont des phénomènes naturels qui existent de tout temps, et on retrouve ça un petit peu partout sur la planète. Ce qui est nouveau, c'est ce qu'on va appeler la salinisation secondaire, c'est-à-dire la salinisation liée aux activités de l'homme. Un certain nombre d'activités humaines vont entraîner une augmentation de la teneur en sel dans ces eaux douces. On a première cause de salinisation anthropique, ça va être l'irrigation. L'irrigation, qu'on l'on retrouve principalement dans ces zones justement arides, sèches, où il n'y a pas beaucoup d'eau disponible pour la végétation. Donc on va irriguer les cultures pour produire. Et en irriguant la culture, malheureusement, la plupart du temps, on va utiliser ce genre de système, donc des canaux ouverts, qui vont mettre de l'eau en surface dans les cultures. Cette eau va s'évaporer au contact du soleil, et on va avoir une concentration des sels jusqu'à aller jusqu'à une salinisation complète des terres qui vont devenir improductibles. Donc on ne va plus pouvoir cultiver sur ces terres. Et ça, ce n'est pas un phénomène marginal, hein. C'est un phénomène qui touche 16 millions d'hectares en Europe, juste pour l'Europe. Et on estime que chaque année, donc c'est ce problème de salinisation des sols, chaque année, c'est 10 millions d'hectares que l'on perd de terres arables, c'est-à-dire 3 fois la surface de la Belgique, que l'on perd chaque année en culture, à cause de ces problèmes de salinisation. Donc des surfaces extrêmement importantes qui sont impactées par ce sel, et en grande partie liées à l'irrigation. Alors, l'irrigation, ce n'est pas la seule cause, on a d'autres activités humaines, c'est notamment la surexploitation des ressources en eau, et en particulier des eaux souterraines. On vous l'a dit tout à l'heure, les eaux souterraines sont essentielles au fonctionnement des cours d'eau, et c'est aussi une ressource importante en eau pour l'eau potable, pour l'eau de consommation humaine. Et donc ici, vous avez une carte européenne de niveau d'intensification de la surexploitation de ces eaux souterraines. Et associé à cette surexploitation, notamment lorsque l'on est en zone côtière comme ici en Espagne, on va avoir ce qu'on appelle des phénomènes d'intrusion d'eau de mer. Alors l'intrusion d'eau de mer, c'est quoi ? C'est ici, vous êtes en bordure de l'océan, vous avez une station de pompage qui est à proximité de l'océan. Donc sous l'océan, vous avez de l'eau souterraine, hein, comme vous l'a dit Laurent, on a de l'eau souterraine partout sur Terre, hein, donc il y en a sous la mer, il y en a sous nos pieds. L'eau souterraine douce, elle est au-dessus, elle est perchée sur l'eau souterraine salée parce qu'elle est plus légère. À cause du sel, l'eau souterraine salée est plus lourde, donc elle se retrouve en dessous. Et l'eau souterraine douce flotte en fait sur cette eau souterraine salée. Lorsque l'on met en place une station de pompage à proximité des océans, on va aspirer de l'eau, y compris de l'eau souterraine salée qui est plus profonde, qui va remonter. En remontant, elle va remonter avec des sels minéraux, elle va contaminer le sol, et elle va finir par contaminer les eaux douces salées qui sont disponibles. Et on va avoir des captages comme ça qui vont devenir inexploitables parce que produisant de l'eau salée impropre à la consommation. Donc ça, par exemple, en Espagne, sur les 82 aquifères côtiers en Espagne, 19 sont déjà inutilisables et 40 sont partiellement salés du fait de cette intrusion d'eau de mer. Alors, pour la Bretagne, si on s'intéresse à la Bretagne, ici, c'est une étude qui a été réalisée par le BRGM pour montrer en fait, le degré de sensibilité des pompages, des sites de pompage de Bretagne. Alors bien sûr, dans le centre de Bretagne, on est assez loin de la mer, donc il n'y a pas de souci majeur d'intrusion d'eau de mer. Par contre, on va avoir des problèmes
au niveau des Côtes d'Armor et du Morbihan, où le risque est important d'intrusion d'eau de mer. Alors, en plus de cette intrusion d'eau de mer, un autre phénomène important de source de salinité pour les eaux douces, c'est l'industrie. En fait, l'industrie utilise le sel dans tout un tas de procédés industriels. En général, on va utiliser, par exemple, dans le cas du procédé de Solvay, on va utiliser de la saumure, donc de l'eau salée, des carbonates, du calcaire, que l'on va mélanger pour produire deux éléments, le carbonate de sodium et le chlorure de calcium, qui vont être utiles à tout un tas de procédés industriels. On va avoir le carbonate de sodium qui va être utilisé dans les lessives, dans la fabrication du verre, dans l'émail, dans la sidérurgie, dans tout un tas de procédés d'industrie chimique. Et puis, le chlorure de calcium va être, lui, utilisé pour le déneigement. Il va être utilisé aussi en dessiccateur industriel, en affermissant aussi pour la nourriture industrielle, et également en médecine. Alors, ce procédé n'est pas nouveau. Ernest Solvay a développé un processus industriel, mais finalement, l'utilisation de ce sel était déjà utilisée par les Jésuitiens il y a 4000 ans. En fait, ils récupéraient de la salicorne sur les bords de la Méditerranée qu'ils faisaient brûler, et à partir des cendres, ils fabriquaient des détergents, des lessives, etc. Donc, c'est quelque chose d'assez ancien. Le problème, c'est qu'au niveau industriel, cette utilisation va entraîner le stockage de grandes quantités d'eau salée dans des bassins de décantation. Donc, ce sont des grands bassins gigantesques dans lesquels on va laisser l'eau sédimenter pour que le sel sédimente. Et on va relarguer l'eau un petit peu moins salée dans l'environnement, ce qui va entraîner aussi des problèmes de pollution industrielle assez fortes. Alors, enfin, dernier exemple, pour vous dire que c'est vraiment multifacette, c'est le déneigement. Donc, souvent, l'hiver, on entend les gens dire « mais où est la saleuse ?» La saleuse n'est pas encore passée, mais le problème, c'est quand la saleuse, elle passe. Parce que la saleuse, quand elle passe, elle va utiliser une grande quantité de sel qu'elle va déverser sur les routes. Ce sel, par la fonte des neiges, va atterrir jusqu'au cours d'eau à proximité. Quelques chiffres ici, c'est 25 millions de tonnes de sel par an aux États-Unis. Et si on regarde pour les Alpes, on estime qu'il faut à peu près 13 tonnes de sel par kilomètre de route et par an. Donc des quantités énormes de sel qui sont utilisées à partir de gisements de mines de sel et qui vont être répandus sur les routes et qui vont finir dans les cours d'eau à proximité. Donc, vous voyez, pas mal de conséquences qui font qu'à travers la planète, que ce soit pour des raisons climatiques, géologiques ou humaines, on va avoir une augmentation de la salinité des eaux. À cela s'ajoute un autre problème, dont vous avez entendu parler, qui est le changement climatique, avec une réduction des volumes d'eau qui est probable sur certains sites. Alors ici, je vous ai présenté les résultats d'une thèse qui a été soutenue à Rennes, qui a travaillé sur l'impact du changement climatique sur le régime des cours d'eau, en fait, sur les débits des cours d'eau. Donc en utilisant des modèles climatiques qui existent, qui sont les modèles produits par des scientifiques du GIEC notamment, mais pas que, et DRIAS. Donc Ronan, dans sa thèse, a utilisé deux modèles différents pour estimer la recharge. Alors la recharge, c'est quoi en fait? La recharge des eaux souterraines, c'est la différence entre ce qui tombe par la pluie, les précipitations, et ce qui repart dans l'atmosphère par l'évaporation. Donc la végétation renvoie une grande quantité de l'eau de pluie dans l'atmosphère. Et donc la recharge, c'est la différence entre les deux. Et donc ici, vous avez la situation actuelle et les projections avec un scénario optimiste, c'est-à-dire scénario où on fait beaucoup d'efforts et on limite nos émissions de CO2, et puis le scénario pessimiste qui est un peu, on continue sur la lancée actuelle. Donc, vous voyez que dans le cas du scénario optimiste, l'impact sur la recharge est assez limité par rapport à la situation actuelle. On est à peu près au même ordre de grandeur. Par contre, le scénario pessimiste diminue très fortement la recharge, et comme vous l'a expliqué Laurent, en diminuant la recharge des eaux souterraines, on va impacter l'écoulement des cours d'eau qui circulent. Alors avec ces deux scénarios, Ronan a projeté en fait sur un petit bassin versant de la Vaunoise, qui est au nord-ouest de Rennes. Il a simulé les débits futurs de ce cours d'eau. Et vous voyez que le cours d'eau actuel en bleu devient intermittent dans ses extrémités, au niveau des zones oranges qui sont intermittents. Et ça, c'est dans le scénario, on va dire, optimiste.
Si vous regardez le scénario pessimiste, finalement, vous voyez que la majorité du bassin versant, la majorité du réseau hydrographique devient orange, devient intermittent. Donc, il veut dire moins de débit dans les cours d'eau, des périodes d'assec plus importantes et plus sévères. Et qui dit moins de quantité d'eau dit moins de dissolution des sels, donc concentration des sels et donc augmentation de la salinité. Donc, finalement, la salinité est un problème actuel et c'est aussi un peu le passager clandestin des changements climatiques, puisqu'il va accompagner, il va s'amplifier sous l'effet des changements climatiques. Alors, la salinité, on pourrait dire que le sel, c'est naturel, on en mange, ce n'est pas un polluant, ce n'est pas toxique, mais il faut savoir que pour les eaux douces, c'est extrêmement perturbateur. On a beaucoup d'espèces qui vont disparaître si le sel augmente, puisque ce sont des espèces qui sont habituées à vivre dans de l'eau non salée et n'ont pas les capacités physiologiques de tolérer le sel. Donc on va avoir un grand nombre d'espèces comme ça qui vont disparaître sous l'effet de la salinisation. Et au contraire, on va avoir l'introduction d'espèces dites halophiles, c'est-à-dire qu'elles aiment le sel. C'est notamment le cas des espèces invasives qui sont très souvent transportées d'un continent à un autre. Oula, qu'est-ce qui s'est passé ? D'accord. Donc ces espèces invasives, en fait, elles sont souvent transportées d'un continent à un autre. Pour être transportées et survivre à ce transport, il faut qu'elles soient naturellement tolérantes au sel, sinon elles meurent pendant le transport. Donc les espèces invasives sont souvent très tolérantes au sel, et lorsque le sel impacte les milieux, on va favoriser l'installation de ces espèces invasives. Alors, les conséquences de cet impact sur la biodiversité, ils sont multiples. Donc, on a vu des pertes d'espèces et l'introduction d'espèces invasives, mais on a également altéré un certain nombre de services écosystémiques, puisqu'un grand nombre de prédateurs terrestres, des araignées, des chauves-souris, des oiseaux, vont en fait utiliser comme principale source de nourriture des insectes aquatiques. Ces insectes aquatiques étant des espèces sensibles à la salinité. Donc, lorsque les eaux se salent, les insectes aquatiques vont disparaître, et du coup, ces prédateurs terrestres qui se nourrissent de ces insectes vont à leur tour disparaître. C'est aussi une menace pour la production de nourriture, je vous l'ai dit tout à l'heure. La salinisation des sols, qui fait perdre 3 fois la surface de la Belgique chaque année, c'est une menace qui pèse sur la production agricole dans ces zones-là. On le voit ici, on a des problèmes de production de vin, des vignes qui ne poussent plus en Camargue parce que le sol est trop salé pour la production de vignes. On a également des menaces sur la plaine de Crau à cause de l'intrusion d'eau de mer, donc une grande plaine agricole du sud de la France. Et puis, ça, c'est pour la France, mais ce ne sont pas les seules conséquences, puisqu'on a également des conséquences aussi sur la santé humaine qui sont observées. On considère qu'au-delà de 1 gramme par litre, l'eau n'est plus potable pour l'homme. Et on a des grosses difficultés de problèmes dans les grossesses, de maternité, des fausses couches qui sont liées à la consommation d'eau trop salée, des problèmes cardiaques aussi, de crise cardiaque, et pas seulement dans des pays comme le Bangladesh, mais également par exemple aux États-Unis, où très régulièrement l'armée américaine est mobilisée pour fournir de l'eau potable à la Nouvelle-Orléans, par exemple, à cause d'absence d'eau douce disponible pour les populations locales. Et enfin, la salinité, elle est toxique en soi, mais également, elle peut avoir des effets indirects, c'est-à-dire que la salinité de l'eau va modifier la disponibilité dans certains polluants, notamment des métaux lourds. Et ici, on a des exemples, par exemple, de cancers au Bangladesh qui sont liés à de l'arsenic qui est remobilisé à cause de la salinisation des eaux douces. Donc voilà, donc des enjeux importants, souvent invisibles, parce qu'on ne considère pas la salinité comme un polluant, alors que les impacts sont relativement forts. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Et donc, je vous propose de quitter les eaux continentales et souterraines pour migrer vers l'océan et les eaux côtières, en particulier les eaux bretonnes. Et ce, dans un contexte de changement climatique. Alors, tout d'abord, si on raisonne à l'échelle globale et que l'on s'intéresse à l'atmosphère avant de s'intéresser à l'océan, eh bien, ce que l'on constate, c'est que depuis le milieu du XVIIIe siècle, on a eu une croissance importante des émissions de dioxyde de carbone, et cette augmentation des émissions est due
tout à la fois à la combustion des énergies fossiles, charbon, gaz, pétrole, mais également à la production de ciment et à la modification de l'usage des sols liés à des pratiques agricoles nouvelles. Cette augmentation des émissions s'est traduite par une augmentation de la concentration du CO2 atmosphérique, qui est passée de moins de 280 parties par million au milieu du 18e à environ 420 ppm actuellement. Alors, ce changement de concentration en CO2 dans l'atmosphère est la cause majeure aujourd'hui du changement climatique qui se répercute au niveau de l'océan par une hausse des températures, par une diminution du pH, ce que l'on appelle l'acidification de l'océan, et par une évolution du niveau de la mer. Et ces changements de température, de pH, de niveau sont bien documentés sur les 70 dernières années, de 1950 à aujourd'hui. On voit ces augmentations ou ces déclins. Et puis, en fonction de l'aptitude de nos sociétés à décarboner, en fonction de l'évolution de nos sociétés, en fonction des scénarios retenus, eh bien, ce changement climatique va perdurer et sera d'une intensité plus ou moins importante. Alors, si on quitte le global et que l'on se projette sur le littoral breton, eh bien, on a des données d'observation acquises sur des périodes plus ou moins longues, de quelques années à quelques dizaines d'années, réalisées en rade de Brest et en baie de Morlaix, et qui vous montrent très clairement une augmentation des températures de surface et une diminution du pH. Donc ce changement des conditions environnementales oblige à observer de manière accrue et de manière plus intéressante d'un point de vue qualitatif l'évolution de l'océan et des écosystèmes qui lui sont associés. Alors, mieux observer, ça signifie quoi? Ça signifie que nous serons en mesure de documenter l'ampleur des changements à différentes échelles, d'espace et de temps. Ça implique également que nous serons mieux à même de comprendre les processus physiques, chimiques et biologiques qui peuvent expliquer les changements de pH, les changements de concentration en oxygène, etc., etc. Et donc, on développe ici, à Roscoff, des techniques d'observation basées sur des capteurs, basées sur des prélèvements, qui permettent de rendre compte de ces changements. Mais au-delà de la description des changements, il est important également de pouvoir décrire les impacts de ces changements climatiques sur les écosystèmes, sur la biodiversité marine et sur les différentes composantes de ces écosystèmes, qu'il s'agisse donc de suivre les organismes qui vivent en relation étroite avec le fond, ce que l'on appelle le benthos, ou de suivre les organismes qui vivent librement dans la colonne d'eau et que l'on appelle communément le plancton. Et donc, on déploie également des différentes techniques qui permettent de rendre compte de l'évolution de ces composantes de l'écosystème. Alors, qui dit une observation accrue dit qu'il va falloir développer, mettre en œuvre une multitude de plateformes pour mieux observer. Et c'est ce que vous représente ce schéma qui montre la diversité des plateformes que l'on peut utiliser pour observer l'océan, qu'il s'agisse de navires, qu'il s'agisse de moyens satellites, qu'il s'agisse de bouées multi-instrumentées, qu'il s'agisse de planeurs sous-marins. Et vous avez une illustration ici d'une bouée sur laquelle on a déployé différents capteurs au large de Roscoff, où vous avez ici un planeur sous-marin déployé par des collègues de la station marine de Villefranche-sur-Mer qui se déplace régulièrement entre le port de Nice et Calvi et qui fait des allers-retours en continu. Donc, ces observations multiplateformes permettent de mieux observer à différentes échelles de temps, à différentes échelles d'espace. Et puis, multiplier les plateformes, ça signifie qu'il faut également développer des capteurs qui vont être autonomes, qui vont pouvoir permettre une mesure automatisée des conditions environnementales et qui vont permettre que ces données soient directement transmises au laboratoire à terre. Et puis, si on se focalise sur le vivant, eh bien, il est important de promouvoir le développement de nouvelles technologies d'observation de la biodiversité qui permettent d'accéder à des compartiments qui sont difficilement accessibles avec les méthodes traditionnelles d'observation. Et ce que l'on développe aujourd'hui, ce sont surtout des techniques basées sur l'imagerie, couplées à des outils d'intelligence artificielle pour faire de la reconnaissance automatisée des organismes. Et puis, l'autre grand
enjeu technologique, c'est l'utilisation des méthodes basées sur l'ADN environnemental pour décrire la diversité. Alors, si je quitte les moyens d'observation et que je m'intéresse maintenant aux conséquences qu'ont sur les écosystèmes l'augmentation des températures et l'acidification, eh bien, ces impacts, on va les observer à différentes échelles d'intégration du vivant. On va les observer à l'échelle des individus, des espèces, des communautés et des écosystèmes. Et si je me focalise un petit peu sur ces différents niveaux, eh bien, à l'échelle des individus, on va surtout observer des changements métaboliques, des changements du taux de photosynthèse, des changements du taux de respiration. Si on s'intéresse à l'échelle des espèces, on aura des changements de phénologie. Tout à l'heure, on nous parlait des dates de plantes, enfin, d'apparition des fleurs sur les plantes en ville. Eh bien, chez les organismes marins, on va avoir des changements dans les périodes de reproduction. On peut également mentionner des changements des aires de distribution des espèces. Et vous en avez une illustration ici pour différentes espèces de poissons communes en mer du Nord, dont la morue et la baudroie, ou la lotte si vous préférez. Eh bien, on observe qu'au cours des dernières décennies, on a des migrations vers le nord des populations de ces espèces. À l'échelle des communautés, eh bien, on va observer des changements dans la composition de ces communautés. On va observer des changements dans les interactions entre les espèces, les relations proie-prédateur, par exemple, qui peuvent être amenées à changer. Et puis, à l'échelle des écosystèmes, on observe surtout des baisses de la productivité. Et cette baisse de la productivité, elle concerne aussi bien le phytoplancton que les pêcheries. Alors, si on se focalise maintenant sur des écosystèmes bretons et sur des communautés importantes chez nous, qui sont les communautés végétales, eh bien, on observe on s'attend à ce qu'entre aujourd'hui et demain, on est dans la région boréale, qui ressemble plus à la région auquel est rattaché Roscoff, une modification de la composition des communautés. Aujourd'hui, on a des communautés algales qui vont être dominées, entre autres, par une espèce qui est Laminaria hyperborea, qui est cette grande laminaire que l'on trouve par quelques mètres de profondeur. Et puis, on va trouver également des bancs de merle qui sont formés par ces algues qui ont un squelette calcaire. Eh bien, sous l'effet du changement climatique, de la baisse du pH et de l'augmentation des températures, on s'attend à une disparition de ces espèces d'affinités d'eau froide qui seront remplacées par des espèces d'affinités d'eau chaude, Laminaria eucroloca ou Ondaria pinnatifida par exemple. Et puis, on s'attend à une diminution des espèces sensibles à la diminution du pH et au contraire au développement d'espèces telles que les espèces qui composent les herbiers, pour lesquelles une augmentation du CO2 dans l'eau va favoriser la photosynthèse. Alors, observer est une chose, mais pour bien comprendre l'impact du changement climatique, il est important d'associer à cette approche d'observation des approches expérimentales. Et ces approches expérimentales, on peut les réaliser tout d'abord à l'échelle d'une espèce, c'est ce que j'ai nommé l'approche monospécifique, et vous avez représenté ici des exemples d'expérimentation réalisées sur des brins de merle ici à la station, dans des petites enceintes dans lesquelles on contrôlait température et pH, et qui permet donc de voir comment ces organismes vont répondre. Alors, ce type d'approche a été mené chez tout un tas d'organismes marins, des coraux, des mollusques, des échinodermes, et on constate pour un certain nombre d'espèces des effets négatifs sur la calcification, la photosynthèse, la croissance, le développement. Et parmi les espèces négativement impactées, on retrouve des espèces de mollusques d'intérêt commercial. Et puis, à contrario, on trouve des espèces non calcifiantes, végétales, pour lesquelles l'augmentation de la température et l'augmentation du CO2 dans l'océan auront des effets bénéfiques. Alors, l'approche expérimentale, on peut l'avoir à l'échelle d'une espèce, on peut également l'avoir à l'échelle d'assemblage d'espèces, c'est ce qu'on appelle l'approche multispécifique, et vous avez des photographies ici d'expériences qui ont été menées par un doctorant dans le bâtiment qui est juste en face ici, qui est l'ancien aquarium public, où plusieurs espèces ont été associées entre elles dans des aquariums soumis à différentes températures et différents pH, et à partir de là, il est possible de suivre l'évolution de la production, l'évolution de la pression de broutage des mollusques sur les algues, etc., etc. Et cette approche expérimentale, elle est vraiment un complément indispensable aux données d'observation. Donc, juste pour conclure, il y a nécessité aujourd'hui, dans un contexte extrêmement changeant, et changeant
très rapidement, d'observer de manière standardisée et de manière pérenne l'océan, et ce, à différentes échelles de temps et d'espace, pour décrire l'ampleur des changements, mais également pour décrire les impacts de ces changements. Et cela constitue tout à la fois des enjeux de recherche et des enjeux sociétaux. Il est important que les données observées soient partagées et rendues accessibles à la communauté scientifique, mais également à la communauté des décideurs. Importance des développements technologiques, je vous ai parlé d'automatisation, je vous ai parlé d'accès à des nouvelles composantes d'écosystèmes. Je pourrais également vous parler de capteurs frugaux. Tout à l'heure, l'exposé d'avant nous parlait de transition. Eh bien, si on veut réaliser la transition, peut-être qu'il faut des moyens plus économes. Et puis, il est important en science de se rappeler que nos démarches reposent sur un triptyque qui est observer, expérimenter, modéliser, et que c'est ce triptyque qui nous permettra de mieux comprendre ce qui nous attend dans les années et décennies à venir. Merci beaucoup. Alors, moi, je suis anthropologue. Et quand on est anthropologue, comme moi, anthropologue de l'environnement, on s'intéresse aux relations qui relient les sociétés avec les milieux qu'elles habitent. Et vous savez à quel point ces relations-là, elles sont variables. Elles varient dans le temps, elles varient suivant les aires culturelles, elles varient aussi selon notre position dans la société. Et donc, c'est au travers de ce prisme-là que moi, je vais étudier les marées vertes. Alors, j'imagine que vous avez déjà entendu parler de cette affaire-là, et plutôt de vous les présenter scientifiquement, voilà comment ça fonctionne, les marées vertes, je voudrais passer par une source que moi j'utilise beaucoup les témoignages, j'utilise beaucoup les archives, et voilà une archive à partir de laquelle j'ai beaucoup travaillé. Et cette archive, elle nous raconte qu'est-ce que ça fait quand on est un habitant d'une petite commune littorale des Côtes d'Armor, qu'est-ce que ça fait quand on voit pour la première fois une marée verte. Vous arrivez à lire la belle cursive ? Alors, monsieur le maire expose à nouveau au conseil municipal la pollution de toute la côte par les algues vertes. Il rappelle que les plages ont été nettoyées, etc., etc. Il a été enlevé 6600 mètres cubes. Il s'agit d'une algue d'une espèce nouvelle, non connue jusqu'ici sur nos côtes. Et on signale que la mer au large comporte en suspension des masses importantes de cette nature qui risquent de se déposer, etc. Et cette pollution est susceptible de dénaturer et de troubler foncièrement l'utilisation normale des plages et l'aspect des sites. Donc une inquiétude et puis l'idée que ces algues viennent de la mer et qu'elles sont d'une espèce nouvelle, choses qui vont être un petit peu invalidées par la suite. Alors, est-ce que c'est un problème breton, les marées vertes au fur et à mesure des années, là, on se déplace un petit peu en baie de Douarnenez. C'est un peu la vision qui ressort beaucoup aujourd'hui. Les algues vertes, c'est la Bretagne. C'est un problème de breton, c'est un problème breton. Et c'était déjà un petit peu la perception qu'en avait Henri, qui est le maire d'une petite commune littorale de la baie de Douarnenez, lorsqu'il écrit dans les années 80 au président du département du Finistère, dans des termes qu'on peut-être on ne reprendrait pas forcément à notre compte aujourd'hui, c'est un peu daté. Supposez que vous avez la plus belle femme du Finistère, la chance, belle dans toute sa nudité 9 mois par an, c'est-à-dire dans la saison creuse, le temps d'un enfantement, c'est-à-dire l'arrivée des touristes sur les plages, et que cette belle femme s'habille des plus horribles vêtements, qu'elle se présente sale, repoussante devant les gens qu'elle devrait accueillir. C'est un désastre, ces algues vertes. On ne peut pas, on ne doit pas rester comme cela. Il y a un sentiment de honte. Vous voyez, comme ça, il y a à la fois des enjeux de développement économique un peu matériels, il y a quand même un sentiment très fort de honte et de ne pas être à la hauteur des promesses de développement qu'offre la beauté du littoral finistérien. À la même époque où Henri écrit cette lettre, les chercheurs se mettent franchement au travail, et notamment une équipe de recherche de l'IFREMER qui va rapidement aboutir à des résultats, puisque finalement, ce n'est pas très compliqué ce qui est en train de se passer. Alors, pour faire des marées vertes, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut de la lumière, de la chaleur, c'est pour ça qu'elles arrivent un petit peu avec les beaux jours. Il faut un estran donc assez plat qui réverbère bien la lumière et puis qui réchauffe bien l'eau. Et puis, il faut à manger pour les algues. Est-ce que ça marche, mon petit truc ? Voilà, vous voyez là ? Et la nourriture, elle arrive évidemment par les bassins versants, par les petits fleuves côtiers
qui vont alimenter la croissance des algues, donc des nutriments. Et c'est ça qui a changé. Maintenant, il y a beaucoup à manger. Alors pourquoi il y a beaucoup à manger ? Eh bien parce que à la même époque, quelques années auparavant, un projet politique a été mis en place et qui a beaucoup réussi. Beaucoup réussi. Donc vous voyez ce projet politique qui était assez consensuel à l'époque et que j'ai ici transcrit par une phrase, une citation frappante d'Edgar Pisani, qui était le ministre de l'Agriculture à l'époque, et qui dit très clairement « La Bretagne doit se considérer comme un immense atelier de production de viande et de lait ». Alors, ce qu'il y a derrière, vous le comprenez aisément, c'est le projet de l'époque qui consiste à maintenir le plus possible la population active agricole sur place et à spécialiser la région dans des productions qui permettent d'employer le maximum d'actifs de haut niveau, des travailleurs qualifiés, en démultipliant le nombre de petites unités de production de viande, et notamment de granivores, donc de porc et de volailles. Et donc c'est un projet qui a très bien marché. Je vous le disais, il était assez consensuel à l'époque. Assez vite, des voix un peu critiques se sont élevées, mais qui restaient relativement confidentielles parce que finalement, ce projet-là a eu des effets tout à fait appréciables pour une grande partie de la population en termes d'élévation du niveau de vie et d'amélioration du confort quotidien. Aujourd'hui, évidemment, les choses se présentent un petit peu différemment. Et lorsque des associations environnementalistes mettent en évidence les dangers des gaz qui émanent de la putréfaction des algues dans les années 2000, finalement, il y a quelque chose qui se présente clairement, c'est l'incompatibilité entre le projet de développement agricole et le projet de développement touristique. Alors oui, il y a peut-être dans une certaine mesure un problème breton, mais pas seulement. Parce que finalement, si ce projet a réussi, c'est bien parce que les conditions dans lesquelles la production agricole pouvait être envisagée et ses rendements améliorés ont changé au cours du XXe siècle. Et vous revoyez ici, pour celles et ceux d'entre vous qui ont assisté à la précédente session de mini-conférence, et Nicolas en a un petit peu parlé de ce modèle des limites de la planète, vous le voyez. Finalement, quand on regarde de plus près et qu'on explore cette limite dont on parle assez rarement, que vous voyez là, la zone à haut risque et aux conséquences graves, celle qui est dépassée depuis le plus longtemps, c'est la perturbation à grande échelle de l'azote, du cycle biogéophysique de l'azote et celle du phosphore. Et alors, quelques éléments à ce sujet, peut-être pour bien comprendre. La production d'azote réactif, donc NR, depuis la fin du 19e siècle, a été décuplée. Donc, pourquoi ? Parce qu'il y a eu une invention technologique majeure qu'on appelle le procédé Haber-Bosch, qui permet aujourd'hui, finalement, de transformer l'azote, le diazote atmosphérique qui est très stable, en de l'azote réactif assimilable par les plantes, et donc de produire de la fertilisation à bas coût, accessible à toutes les agricultures du monde. D'où ce décuplement. Pour le phosphore, qui est également utilisé pour la production alimentaire, voilà, ici, l'augmentation est également très très forte, mais on est là face à des industries extractives. Donc on n'est pas en train de capter l'azote de l'atmosphère, mais on exploite des gisements de phosphore. Donc la perspective d'un épuisement des ressources en phosphore, du minerai de phosphore, est très concrète. Elle se produira certainement au cours du XXIe siècle, ce qui n'est pas le cas, vous le comprenez, pour l'azote. Tout cela est évidemment lié à la pratique d'une agriculture dont les exigences de rendement ont évidemment changé. Comment cette limite planétaire a été évaluée par les chercheurs de la Resilience Alliance qui ont fait ce modèle, qui ont construit ce modèle ? Le seuil planétaire retenu, c'est le risque d'un épisode anoxique de grande ampleur en milieu océanique. L'anoxie, qu'est-ce que c'est ? En fait, vous voyez des petits éléments de compréhension un peu plus fins en bas de la diapo. Finalement, l'anoxie, c'est la disparition de l'oxygène dissous dans l'eau du fait de sa consommation par des espèces, et notamment des espèces d'algues, qui peuvent aller jusqu'à des effets finalement d'impossibilité de maintenir les conditions de la vie pour les espèces aquatiques. Alors voilà le recensement qui a été fait à la fin des années 2000, c'était le premier à sortir, c'était important donc à l'époque, qui permet de prendre la mesure de ces phénomènes donc d'eutrophisation côtière sévère et d'anoxie. Donc les chercheurs qui ont produit cette carte ont identifié 764 zones côtières concernées. Donc vous voyez, il y en a plein
en Europe, voilà, en Europe du Nord notamment, chez nous aussi ici, mais il y en a aussi partout dans le monde. Donc dans des endroits à chaque fois où il y a une pression humaine assez élevée, hein, donc des zones densément peuplées avec de l'industrie, etc. Mais sur ces zones très concernées, évidemment, en raison des conditions de développement que je vous ai expliquées tout à l'heure avec le petit schéma, ben, ça ne se produit pas partout et en tout point. Il faut que les conditions écologiques soient réunies. Alors si on revient un petit peu plus près, si on rezoome, on voit ici typiquement ce que donne vue d'avion une marée verte. Vous voyez ici une autre forme, une autre expression d'eutrophisation en mer Baltique. Ici, donc, un bloom de phytoplancton, donc une photographie satellite prise au mois d'avril par la NASA. Alors, qu'est-ce qu'il y a de breton dans cette affaire-là, finalement, si on s'y penche de plus près? Bah, peut-être le fait que plus de 90% de l'azote qui arrive aux exutoires des cours d'eau et qui nourrit les marées vertes est d'origine agricole, ce qui est beaucoup plus que la moyenne mondiale. Alors pourquoi? Ce n'est pas parce que les agriculteurs d'ici sont pires qu'ailleurs, c'est parce qu'il y a moins d'autres sources. Donc ça veut dire que si on veut faire évoluer les choses, ça veut dire qu'il faut travailler essentiellement sur les pratiques agricoles. Deuxième caractéristique locale importante, on a une eau qui est relativement jeune qui arrive à la mer, c'est-à-dire qu'on a plutôt des eaux qui restent en surface ou qui restent peu longtemps dans les couches souterraines. Ce qui fait qu'on a, tout cela est évidemment à nuancer et à adapter au niveau local, mais finalement on a un temps de circulation dans le bassin versant, un temps de réponse des bassins versants qui est relativement court, entre 5 et 20 ans à peu près, pour voir les effets en fait, des changements de pratique sur ce qui sort à l'exutoire. Mais aussi sur le point de vue des dynamiques sociales, c'est une histoire qui est sensible, qui est singulière. C'est-à-dire que ces transformations agricoles et sociales dont je parlais tout à l'heure, eh ben, elles ont été majeures. Elles ont changé la vie des gens. Et donc aujourd'hui, quand on parle de ces sujets, de l'évolution de l'agriculture, de la transformation des modèles, ben, tout le monde s'engueule. Alors, généralement, on peut considérer que la sensibilité, c'est plutôt un problème parce que du coup, il y a du conflit, il y a de la difficulté, il y a des antagonismes, il y a des choses pas forcément très agréables qui se passent. Et moi, je vous propose en conclusion plutôt d'appréhender cette sensibilité comme une chance. Une chance parce qu'en fait, on voit avec les marées vertes ce que produisent les effets des actions humaines sur un certain nombre de registres, sur un certain nombre d'écosystèmes. On le voit tout le long du bassin versant, mais on le voit aussi à la mer, dans des zones qui sont très patrimonialisées, c'est-à-dire qui mobilisent les gens, auxquels ils sont très attachés. Donc ça permet d'ouvrir des espaces de débat, de discussion, et ça permet d'avancer. On a des effets aujourd'hui perceptibles de la réduction des pratiques agricoles à risque, c'est-à-dire qu'on a remarqué des évolutions des chroniques de nitrates qui sont plutôt favorables sur les 20 dernières années, même si on atteint aujourd'hui un palier. Il reste une marche à franchir et qui sera très difficile de franchir en l'état actuel des conditions d'exercice de la profession agricole. Ça veut dire qu'il faut des changements politiques, des changements de politique publique. Je dirais qu'à système constant, on ne peut pas espérer à court terme une évolution importante de la biomasse d'algues qui viennent s'échouer sur les côtes bretonnes. Mais par contre, on sait comment faire évoluer les systèmes pour qu'ils y parviennent. Je vous remercie.